Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est notre séance extraordinaire. En fait, il y en a deux ce soir. Une première séance à 19 heures concernant le budget comme tel. Donc, on va adopter le budget 2015. Et la deuxième séance va porter sur les taux et les tarifs, bien sûr, parce qu'il y a un lien entre les deux. Donc, d'entrée de jeu, nous allons donc adopter l'ordre du jour. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Monsieur Guébramont qui appuie? J'appuie. C'est bon. Nous passons maintenant à l'adoption des prévisions budgétaires de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville pour l'exercice financier 2015. Nous allons donc en profiter pour vous faire une petite présentation. Et on va se permettre peut-être de descendre dans la salle, oui, pour mieux présenter les choses. C'est bon. Est-ce que les gens nous entendent bien? Oui, je pense que oui. Hein. C'est correct. Bon, je vais laisser la parole à Michel pour commencer la présentation. Merci, Martin. Donc, bonjour tout le monde. D'entrée de jeu, je vais vous expliquer très brièvement c'est quoi le processus budgétaire à la Ville de Saint-Bruno. Ce n'est pas une surprise pour personne. En fait, c'est un processus qui est semblable à celui de toutes les municipalités. Mais en 5 étapes, ce qui se passe, ça commence très tôt dans l'année. Le processus budgétaire est préparé. Le budget est préparé par la Direction des finances, de la trésorerie et des technologies de l'information en collaboration avec toutes les directions de la Ville. Donc, ça débute autour de la fin août, début septembre. Il y a des analyses qui sont faites avec le budget actuel. Les budgets sont balancés, puis on regarde c'est quoi les besoins à gauche, à droite, est-ce qu'on a besoin de couper ou d'ajouter, etc. Donc, les propositions sont faites, sont présentées à la direction générale en novembre. Et puis, ensuite, ça s'en vient au conseil. Donc, cette année, c'est une particularité, c'est tout nouveau. On a décidé de faire une présentation en séance plénière à l'ensemble des membres du conseil. Dans le fond, on a commencé le 28 novembre jusqu'au 3 décembre. Donc, en une semaine, on a fait 9 séances de travail d'environ 1h30 chacune des séances où on s'est assis avec le directeur du service pour voir le budget, comprendre. On est vraiment passé poste par poste. Donc, on a eu toute l'information requise, puis on a pu faire les propositions là, à partir de ces séances-là jusqu'à aujourd'hui, finalement, 15 décembre. Donc, de plus, on s'est assuré, comme à chaque année, de déposer le budget au comité consultatif des finances, du budget et de l'administration, qui en ont pris connaissance la semaine dernière pour faire des recommandations. C'est sûr que c'était un peu serré dans le temps, mais on s'ajuste là, au niveau du timing. Voilà. Et finalement, aujourd'hui, on est à l'étape ultime. On adopte le budget en séance publique. Donc, on va passer à la portion charges que vous avez avec vous là, dans vos documents jaunes. C'est ce que vous voyez. Il y a 2 pages. Il y a toujours les charges par objet et les charges par activité. Pour faire ça simple, les charges par activité, c'est vraiment ce qu'on voit là, au niveau de chacun des services de la Ville. Donc, l'administration générale, il y a la sécurité publique. Ça, vous ne verrez pas beaucoup de montants. C'est surtout les brigadiers scolaires. Il y a aussi... J'attends ma diapositive. C'est ça, il y a les travaux publics. Toutes les activités qui sont prises en charge par la Ville, vous les voyez là. Sinon, l'autre côté, c'est vraiment vos charges par objet. Alors, c'est là qu'on vient séparer dans un service, par exemple, qu'est-ce qui est lié à la rémunération, qu'est-ce qui est lié à des biens durables, non durables. Donc, on voit un petit peu plus... C'est comme si on éclatait un peu le budget d'un service donné. Puis, on est capable d'aller un petit peu plus dans le détail. Donc, pour cette année... Vous avez les chiffres devant vous, de toute façon. Vous allez pouvoir me voir les scoops. De mon côté, je les ai papier. Problème technique, on va se relayer. Donc, ne vous inquiétez pas, on va les passer vraiment dans le détail. Chacun, on ne prendra pas toute votre soirée, là, mais on va quand même vérifier. Voilà. Voilà, les chiffres. Alors, je vais laisser Martin vous expliquer un peu la Oh. Bon, alors, je vais laisser Martin expliquer un peu ce que vous voyez là. C'est vraiment l'ensemble des charges de la Ville, mais séparées au global, puis vous l'avez détaillé local et code-part.
Donc, effectivement, la ville de Saint-Bruno, ben, c'est essentiellement deux choses au niveau du budget. Vous avez ce qu'on appelle le local et vous avez les quotes-parts. Donc, on parle dans les quotes-parts, bien sûr, de l'AGLO, du RTL, de la CMM. Au niveau du local, ben, c'est les compétences locales. Donc, vous voyez, le budget global cette année est en augmentation de 2,89 % au niveau des dépenses. Vous avez les 4 années précédentes. Donc, vous voyez, cette année, c'est un petit peu plus élevé que l'année précédente et l'année 2013 puis l'année 2012. On va vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Au niveau local, les dépenses augmentent de 3,57 % comparativement à 2,29 % l'année précédente. Et au niveau des quotes-parts, une augmentation de 2,05 par rapport à 2,28 % l'année précédente. Nous allons maintenant rentrer dans le détail. Donc, voilà, au niveau des charges par activité, vous voyez pour l'année 2015 un montant total de 34 317 000. Ça inclut les projets spéciaux. C'est un petit peu ce que Martin vous disait tout à l'heure. On a une progression un petit peu plus grande cette année des dépenses que prévu parce qu'il y a eu différents contextes là, imprévus pour lesquels il a fallu prévoir des enveloppes budgétaires. On pense notamment à la grille du frein. Donc, au sein de la municipalité, on s'est doté... Pas que je bouge. On s'est doté d'une enveloppe spéciale de 350 000 qu'on voit apparaître à l'écran, qui va être une taxe spéciale sur le compte de taxe de chacun des contribuables pour pouvoir faire face à cette situation-là. Sinon, la progression serait beaucoup plus basse et beaucoup plus proche des dépenses des années antérieures. Donc, puis comme je vous disais, bien, vous voyez là, les progressions relativement modestes là, en dehors de ça, de chacune des catégories d'activités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, vous avez tout le détail sur vos feuilles. Si on passe maintenant au niveau objet. Donc là, vous voyez les mêmes dépenses de 33 441 500 $, mais divisées par catégorie, par objet. La principale, c'est évidemment la masse salariale que vous voyez qui totalise 15 783 100 $. Ça, c'est un 46 % si on veut, de l'ensemble du budget. Donc, c'est sûr qu'une municipalité, bien, c'est sa principale activité d'avoir des personnes qui sont... Je vais te laisser ça, Martin. Donc, c'est ça. Sinon, les autres dépenses, ça va être différentes choses, là, la communication, services professionnels. Là, il y a différents mandats qui sont donnés à l'interne, à l'externe, par exemple, auprès d'avocats, de firmes, d'experts conseils, etc. L'allocation, biens non durables. Et évidemment, vous avez là-dedans le service de la dette aussi, là, donc l'intérêt sur obligation et les remboursements de capital, parce qu'on cherche à, évidemment, diminuer l'endettement. Donc, ça fait le tour pour les objets. Donc, vous voyez bien la différence entre les deux. Activité, c'est par service. Objet, c'est par type de dépenses. Là, évidemment, on parle de rémunération. Donc, vous voyez, si on avait la possibilité de les présenter de façon matricielle, on verrait les deux apparaître, mais ce serait beaucoup trop compliqué de les présenter de cette façon-là. Donc, on les présente séparément, puis évidemment, les totaux balancent totalement. OK, maintenant, les projets spéciaux, ça, c'est nouveau cette année, c'est-à-dire que les années antérieures, les projets spéciaux étaient comme intégrés dans l'enveloppe budgétaire. On ne les voyait pas apparaître. Cette année, on a décidé de les présenter de façon distincte. Donc, sur votre document, vous avez une ligne spécifiquement pour les projets spéciaux. Il y en a pour 526 430 $. Un certain nombre de ces projets-là sont récurrents, donc vont revenir d'année en année. La majorité, par contre, sont des éléments non récurrents, donc qui apparaissent une fois pour toutes pour des besoins spécifiques. Donc, on va les passer, je pense que je vais m'arrêter aux principaux. Donc, l'agent d'information, oui, on avait une problématique particulière au niveau des communications. Nos personnes aux communications sont débordées. Donc, vous savez, avec tous les réseaux sociaux, tous les besoins au niveau de la gestion d'Internet, de notre site Web, ça oblige... en fait, c'est très, 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 très demandant. Les gens, maintenant, veulent presque l'instantanéité. C'est que ça nous oblige à avoir une ressource additionnelle. Je peux vous dire d'emblée, tout de suite, même si on ne l'a pas inscrit au budget, c'est que ce montant-là, on va trouver le moyen de le récupérer dans le courant de l'année dans nos propres dépenses. Donc, ça ne sera pas quelque chose qui va s'ajouter. On l'ajoute cette année, au niveau budgétaire, mais au réel, on va trouver le moyen de récupérer les sommes dans le courant de l'année. Accès au Parc national du Mont-Saint-Bruno. Bien, c'est qu'actuellement, vous savez, on est en négociation. Pour ceux qui ont entendu parler de ces négociations-là ou qui ont lu des articles dans les journaux, c'est que ça fait partie de nos engagements électoraux. Nous, on voulait faciliter l'accès au parc du Mont-Saint-Bruno. Donc, à cet égard-là, on a commencé à travailler avec les gens du parc. Il y a une belle réceptivité. On est en train, en tout cas, on devrait prochainement, si je ne me trompe et ne m'abuse, on devrait éventuellement arriver à une entente très prochainement qui va nous permettre de résoudre de façon substantielle l'accès au parc du Mont-Saint-Bruno avec aussi, à la clé, des rabais pour, entre autres, le ski de fond. Donc, ça devrait être très avantageux pour les citoyens.
Féerie au lac du village et marché de Noël, je pense que vous avez été à même de le voir en fin de semaine. Donc, c'est un budget de 50 000 $. C'est ce qu'on avait prévu cette année. Ça va peut-être nous coûter un petit peu moins, mais en tout cas, le budget est à 50 000 $. L'objectif aussi, dans le courant de 2015, on l'ajoute comme dépense, mais l'objectif, c'est de faire en sorte de trouver le financement requis à l'extérieur, entre autres la recherche de commanditaires, pour financer une bonne partie de ces dépenses-là. Donc, on a bon espoir d'obtenir effectivement, je vous dirais, l'appui de certaines entreprises à Saint-Bruno. Et on va travailler très, très fort à cet égard-là, ce qu'on n'a pas fait jusqu'ici, ou très peu fait jusqu'ici. Donc, provision pour remplacement des absences. Là, pour vous signaler que ce qu'on avait dans le budget était nettement insuffisant. On avait un 50 000 $ et à chaque année, on le défonçait, donc de façon assez importante. L'an passé, je pense que pour des raisons exceptionnelles, au niveau du réel, c'était au-delà de 250 000 $ si je ne me trompe pas. Donc, pour nous, c'est important. Comme je l'ai dit, le budget, il doit coller de plus en plus à la réalité. Fait que comme ce poste-là était continuellement déficitaire, on ajoute un 50 000 $ pour faire en sorte qu'on puisse s'approcher du réel, donc un 50 000 cette année, et possiblement, on va voir l'expérience qu'on va vivre en 2015, possiblement un autre 50 000 l'an prochain. Plan de conservation des milieux humides et vision stratégique 2035, plan d'urbanisme et réglementation municipale. Ce sont tous, je vous dirais, des dossiers connexes. Ça, c'est des dépenses qui sont non récurrentes. Donc, on parle au total de 180 000 $. C'est un effort particulier parce que le plan de conservation des milieux humides, il reste un petit bout à faire. On a fait une première démarche en 2015. Il faut le finaliser en 2016. Donc, évidemment, on a besoin d'expertise externe. Vision stratégique 2035, c'est toute l'approche qu'on a à partir du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Donc, ce premier 6 mois-là, c'est vraiment pour travailler avec la population, un processus de consultation très élaboré, entre autres sur le plan particulier d'urbanisme au niveau du centre-ville. Donc, on va travailler pour aller chercher l'input des gens, pour s'assurer que ce qu'on va définir comme plan de match, juste de l'horizon 2015 jusqu'à 2035, que les citoyens puissent éventuellement être partie prenante de ça et qu'on se sente à l'aise avec le processus non seulement le processus, mais les résultats qui vont émerger de tout ça. Et nul doute, en tout cas en ce qui me concerne, je suis convaincu que ça va donner des résultats extrêmement intéressants. Et suite à ça, il faut réviser le plan d'urbanisme, donc la réglementation municipale. Donc c'est pour ça qu'on va engager une firme externe aussi, comme on l'a fait en 2009, pour faire en sorte de mener ce plan d'urbanisme-là en fonction de la vision stratégique à terme. Encore une fois, ça, c'est des dépenses qui vont... Plan d'urbanisme, lui, on va avoir une répétition là, en 2016 parce qu'il faut le compléter. Acquisition de défibrillateurs, ça, c'est à chaque année, depuis un certain nombre d'années, ça fait partie des projets non récurrents. Animateur de plan chaudron, on voit qu'il y a une demande importante à cet égard-là. Donc, vous avez beaucoup de jeunes qui utilisent le plan chaudron, d'autant plus qu'on investit l'an prochain pour le rendre encore plus intéressant. Et comme il y a beaucoup de jeunes, c'est important qu'on ait quelqu'un qui soit là. Et de toute façon, je pense qu'il y avait déjà un lien avec la Maison des jeunes, donc on va voir comment est-ce qu'on peut organiser le tout. Politique culturelle et plan d'action, ça fait des années qu'on en parle. La Saint-Bruno est une des seules villes, je pense, aux alentours qui n'a pas de politique culturelle. Donc, on va s'en doter d'une politique culturelle pour qu'on soit une intervention cohérente et aussi pour enrichir notre offre de services à cet égard-là. SST, c'est santé et sécurité au travail, élaboration et mise en place de plans d'action. Ça fait longtemps que ça aurait dû être fait. Là, on est rendu à cette étape-là, donc on le fait. Plan de sécurité incendie pour les édifices, ça aussi, c'est une demande des incendies pour assurer qu'une intervention rapide et, vous direz, pertinente si jamais il y a des feux. Soutien matériel au projet 5S, c'est au niveau des travaux publics. Il y a effectivement toute une démarche qui a été mise en place depuis un certain nombre d'années. Et le 20 000 $ devrait permettre de finaliser le tout par l'acquisition de matériel. Puis augmentation, budget caractérisation des sols, de plus en plus, les exigences environnementales font que nous sommes obligés d'avoir beaucoup plus d'informations. Donc, ça s'inscrit dans cette optique-là. Donc, au total, 526 430 $. Ce qui suit par la suite, on en a parlé cet automne, on a eu une consultation publique. Et donc, on va à la réunion du mois de janvier prochain. Je pense que c'est le 19... dans ces eaux-là. Donc, on va adopter notre plan d'action contre la grille du frein. Et c'est quand même un investissement important, on en avait parlé. Donc, on parle de 2 605 000 dans un horizon de 5 ans. Et pour cette année, donc, on avait 497 000, on a arrondi ça à 500 000. Donc, le financement pour 2015, on va le chercher de la façon suivante. Réaffectation du budget horticulture, donc projet spécial, ce qui veut dire qu'il y a un 50 000 $ qui a été dédié au projet horticulture qu'on va recentrer sur cette partie-là. Donc, c'est sûr que ça fait partie pour nous
aussi de l'horticulture, donc élagage, abattage d'arbres et remplacement d'arbres. Excédent affecté, fonds vert. Donc, le fonds vert, oui, mes contributions, on avait 545 000 on va puiser 150 000 dans le fonds vert parce qu'on se dit que c'est en continuité avec, effectivement, quand on parle de protection de notre milieu et aussi éventuellement de reboisement, ça va, on pense, dans la même direction que ce fonds vert-là. Et la taxe spéciale sur la grille du frein qui est de 300 000 pour un total de 500 000 cette année. Donc, c'est un effort budgétaire quand même très important. Les charges agglo, rapidement, vous voyez, Saint-Bruno, quand on parle des codes-parts, sont répartis de la façon suivante. Sécurité publique, réseau de transport de Longueuil, service de la dette, administration générale. Essentiellement, c'est ce dont on a parlé jeudi passé, la conférence de presse qui a eu lieu. C'était toute la question des dépenses MISC. Ce n'est pas totalement ça, c'est une partie de ça, parce que c'est aussi un mélange de toutes sortes de choses. Mais les dépenses mixtes se retrouvent dans ce poste-là. Donc, vous voyez, par rapport... Ce qui est assez bizarre, c'est qu'on a des difficultés à suivre dans le temps comment est-ce que ça peut bouger. Donc, en 2013, par rapport à 2012, ça avait diminué de 19,5 L'année passée, ça avait augmenté de 25,3 et cette année, ça augmente de 7,6 même si l'ensemble des codes-parts n'augmente que de 1,8 Donc, c'est cette mécanique-là que nous, on décrit parce que c'est une mécanique qui n'a rien à voir avec la réalité et qui fait en sorte que c'est comme ça se met à augmenter de façon importante à cause du calcul qui a été mis en place. Donc, vous voyez, le poste le plus important, les amis, par ordre de grandeur, donc c'est la sécurité publique qui va chercher 11,7 millions de dollars en augmentation de 3,9 pour nous. Réseau de transport de Longueuil, 6 500 000, donc plus 3,4 Service de la dette, 2 400 000, etc., etc. Donc, vous voyez, quelques diminutions. Autres, 1 797 000. Donc, on ne sait pas trop, d'ailleurs, si dans autres et administration générale, il y a comme une espèce de mélange des genres, parce que l'un augmente à la hausse de façon importante ou diminue inversement. Donc, ça semble être un petit peu bizarre. Ça fait partie aussi de l'autre problématique qu'on a avec l'agglo. C'est extrêmement difficile d'avoir de l'information et c'est extrêmement difficile de s'y retrouver. Donc, ça aussi, on se dit, il y a une reddition de compte, il y a une transparence qui n'est pas nécessairement au rendez-vous. Eau potable à la consommation, bien ça, ce n'est pas une cote-part. En fait, on rentre ça dans les cotes-parts, mais c'est vraiment sur la base de la consommation. On consomme tant de millions de litres, donc on paye. Il y a une partie qui est basée sur les cotes-parts et l'autre partie est basée sur la consommation. Ça aussi, c'est un calcul assez sophistiqué. Je regarde Mme Hamelin parce qu'elle m'a expliqué une fois, deux fois, trois fois. Je commence à comprendre. OK, donc si on a le total en bas, parce qu'on nous manque un petit morceau, là. En tout cas, c'était 22, 26 quelques millions. La étape suivante. Donc, quand on regarde les cotes-parts par ville, parce qu'au total, cette année, c'est 310 millions, 311 millions sur à peu près 318 millions de revenus. Donc, l'agglomération, essentiellement, c'est des cotes-parts. Et elles se répartissent comme suit. Boucherville, 46,5 millions, 72 millions pour Brossard, Longueuil, 146 millions. Nous, 26,9, Saint-Lambert, 19,7 et pour un total de 310. Et l'augmentation par rapport à l'année précédente, vous voyez, Saint-Bruno, c'est 1,8 les autres, Brossard, 2,2 et puis ça va à 1,1 Saint-Lambert. Et pour nous, bon, évidemment, on voit que Boucherville, cette année, ils sont gâtés à 0,42 On cherche à savoir pourquoi. On va finir par le savoir. Donc, vous voyez un petit peu la mécanique, ce qui fait que ça vous donne le portrait par rapport à l'agglo. Voilà. OK, les revenus, bien, vous le voyez devant vous. Là, les revenus, c'est vous avez 2014 versus 2015. Vous savez que les taxes et les enlèvements de taxes, c'est à peu près 85 de nos revenus. C'est pas compliqué. Et Saint-Bruno n'est pas vraiment différent des autres villes. La majorité des revenus des municipalités, ce sont des taxes et des tarifs. Donc, et vous avez donc le 27,4 millions cette année pour les taxes dites locales. Au niveau des cotes-parts, 27,6. C'est le chiffre qui lui manquait tout à l'heure, c'est celui-là. Les autres revenus, 6 millions ou presque 7 millions, essentiellement des revenus de sources locales. Et là-dedans, on tout ce qui s'appelle, quand les gens utilisent les services de la ville, par exemple au niveau des loisirs, bon, il y a beaucoup d'argent qui sont là-dedans. Voilà, ce qui donne un total de 61,9 millions par rapport à 60,2 millions, donc une augmentation des dépenses globales de 2,9 Les revenus. Bon, c'est la même chose au niveau des dépenses. Parce que vous voyez, c'est les deux. Parce que vous savez, en passant, c'est le fun que tu me poses la question, parce que vous savez qu'une ville ne peut pas faire de déficit, donc le budget doit être forcément équilibré. Fait que si vous avez une augmentation de 1,7 million au niveau des revenus, vous avez forcément une augmentation de 1,7 million au niveau des dépenses. Voilà. Fait que ça correspond
vraiment. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous disait. Oups, ça a bougé. Donc, au niveau des impacts, c'est un petit peu ce que je vous disais d'entrée de jeu. C'est les éléments qui ont mis une certaine pression budgétaire là, au niveau de la municipalité puis de plusieurs municipalités. On vous présente les principaux impacts budgétaires. Évidemment, vous avez entendu parler dans les journaux, assurément, là, du pacte fiscal Québec-municipalité. Donc, évidemment, il y a eu différents chamboulements, plusieurs coupures là, qui se sont évidemment répercutées sur notre propre budget municipal. Donc, vous voyez, au niveau des revenus, on a une diminution de revenus de 240 000 là. Ça, c'est toutes les compensations tenant lieu de taxes. Là, les écoles, par exemple, là, qui paient des taxes, en paient beaucoup moins. Donc, on perd à ce niveau-là. On a également la charge, le remboursement de TVQ qu'on a sur les différents contrats. Là, habituellement, on avait un remboursement de 62 %. Là, maintenant, ça passe à 50 %. Donc, c'est encore un montant que l'on perd de 125 000 Au niveau de la grille du frein, bon, c'est sûr que ça, il fallait prendre en charge ce dossier-là. Donc, il va y avoir une pression à la hausse là, du budget pour 450 000 en contrepartie, au niveau de la loi 3 que vous connaissez, là, c'est le projet de loi sur les régimes de retraite. On a un effet réducteur sur le budget de 2015 de 200 000 au niveau des charges. Là, donc, on est allégé de ce côté-là. Pour le refinancement de la dette aussi, c'est au niveau des taux d'intérêt. Un effet réducteur sur le budget de 350 000 Puis, au niveau de la CSST, ça, l'effet de 40 000 là, on a un taux qui est passé, un taux de cotisation, le coût a augmenté de 1,71 % à 2,12 là, à cause du nombre d'accidents qui a été anormalement élevé dans la dernière année ou les dernières années. Donc, ça augmente les coûts pour un total, dans le fond, de 305 800 là, une variation des charges d'à peu près 1 % que vous voyez là. Donc, si on n'avait pas tous ces imprévus-là, évidemment, l'augmentation qu'on a vue plus précédemment d'à peu près 3,8 %, bien, elle serait moindre, là, évidemment. Oui, voilà. On arrive maintenant au taux. Alors, tout ce que vous avez vu au niveau des charges, bien évidemment, ça se traduit par un taux aux 100 d'évaluation pour l'ensemble des secteurs. Donc, il y a évidemment le secteur résidentiel, le secteur 6 logements et plus. Ensuite, c'est commercial, industriel, agricole et terrains vagues desservis. Donc, pour chacun de ces secteurs-là, il y a un taux qui est établi. Donc, le taux pour le résidentiel, là, qui est notre principale taxation, là, passe de 0,27 sous à 0,28 sous du 100 d'évaluation. Puis, vous avez à côté, on a pris soin de séparer les deux pour voir la portion locale. Puis, la portion code-part, elle passe de 0,3489 sous à 0,3568. Donc, c'est vraiment ce taux-là que vous appliquez sur la valeur de votre propriété, là, sur le rôle d'évaluation, puis ça vous donne votre montant de taxation. À ça s'ajoutent les tarifs. Donc, c'est ce qu'on va voir en deuxième partie. Mais, bon, vous voyez que le plus gros effort est demandé au niveau commercial, là, à 1,13 %, mais l'augmentation, on n'a pas les montants d'augmentation, mais on va les voir tout à l'heure. Donc là, pour tout, on est rendu là. C'est l'étape importante pour vous. Vous voulez savoir comment ça va vous coûter l'année prochaine. Donc, on prend à chaque année la maison moyenne qui est évaluée à Saint-Bruno à 367 577 à laquelle on applique le taux que je viens de vous présenter, donc de 0,2776. Donc, l'année dernière, dans le fond, cette maison-là payait en termes de taxes 1 008 $. Cette année, elle en paiera 1 020 $. Donc, il y aurait une augmentation de 12 $ au niveau de la taxe foncière locale. Évidemment, les tarifs aussi ont augmenté, mais de façon très, 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 je vous dirais, contrôlée. Il n'y a pas une augmentation énorme. Là, on parle d'à peu près 1,15 %. Donc, en tout et partout, pour la maison moyenne, c'est 7 $ qui s'ajoutent au niveau de ces tarifs-là. Il y a la tarification eau, égout, ordures, collecte sélective. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a 7 $ de plus. Donc, sa portion locale va passer de 1 689 de 1 654 à 1 689 $. Une augmentation de 35 au total, si je ne me trompe pas. Parce que oui, j'ai oublié de mentionner la grille du frein, évidemment, qui est une nouvelle taxe, une taxe spéciale, là, donc le 16 $ supplémentaire. Au niveau de la quote-part, il y a la CMM, l'agglomération, le RTL, c'est une augmentation de 35 $. Donc, en tout et pour tout, là, pour une maison moyenne évaluée à 367 000 $, vous avez une augmentation cette année de 65 $ de taxes et tarifs. Donc, un total de 2,2 % d'augmentation. C'était l'objectif qu'on s'était donné. Nous, on avait dit qu'on ne voulait pas, dans le fond, mettre une pression supplémentaire à l'inflation sur l'ensemble des ménages moyens de la municipalité. Donc, c'est ce qu'on atteint aujourd'hui à 2,2 % d'augmentation au niveau résidentiel. Pour se
enchérir là-dessus. Donc, le 65 pour bien comprendre, il se divise en 3 morceaux. Donc, vous avez 30 qui est le compte de taxes d'agglo. Vous avez 16 qui est la grille du frein, spécifiquement dédiée pour cette bébite-là. Et vous avez 19 qui est l'augmentation dite statutaire pour le reste des... Donc, je pense qu'on a fait un effort quand même très important cette année. Et maintenant, on va vous présenter les situations pour l'entreprise et aussi pour l'industrie. Dans le fond, vous allez reconnaître le modèle. C'est la même chose. Si on regarde le commercial, qui est évalué en général autour de, pour un commerce moyen, là, 11 millions là, de valeur foncière, bien, disons que c'est un gros commerce. Oui, voilà. Ça fait une grosse moyenne. On verra peut-être, offrir des différents scénarios, peut-être le commerce médian, là, éventuellement. Mais bon, on a le commerce moyen. Et puis, pour lui, bien, c'est la même chose. Il va avoir un taux de taxation qui passe de 1,9 à 1,11. Donc, pour à peu près un 2 000 de taxation supplémentaire. Les tarifs sont un petit peu plus élevés pour les commerces, mais augmentent de façon, eux aussi, de façon très, très ténue, là. Donc, au total, pour le commerce moyen, puis bon, évidemment, il y a les taux de quote-part qui eux aussi sont modulés. Donc, on voit un effort supplémentaire pour un service moyen de 6 500 $, donc une augmentation de 2,45. Juste pour ajouter, vous allez voir, si vous regardez tout à l'heure quand on présentait au niveau du résidentiel, la partie locale était plus importante que la partie quote-part. Là, vous avez tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que la partie locale est moins importante que la partie quote-part. Donc, c'est un choix qui a été fait les années antérieures par rapport à... Parce que vous savez que l'agglo, elle, n'impose pas de taux de taxation. C'est nous qui décidons. Donc, on nous envoie une facture de 27 millions, puis on dit maintenant, vous la répartissez comme bon vous semble entre ceux qui sont des payeurs de taxes. Donc, c'est des choix qui ont été faits. Et au fil du temps, vous voyez qu'au niveau de la partie quote-part est plus importante en termes de ponction fiscale pour les entreprises. Il est la même chose au niveau quand on regarde au niveau de l'industrie, c'est un petit peu la même chose. OK, donc ce que vous voyez, c'est que par rapport à ça, bien, ce que vous constatez, c'est ça, il y avait une petite... c'est parce qu'il y a eu une petite... misère. C'est trop fragile, ça. OK. Il y a eu, par rapport aux années antérieures, on a constaté une petite erreur qu'on avait faite antérieurement là, au niveau de la classe. Donc, M. Robitaille pourrait éventuellement vous expliquer tout ça. Là. Mais ce qui fait que cette année, on a mis l'entreprise ou l'industrie dans la bonne catégorie. L'année précédente, on l'avait mis dans la mauvaise catégorie, ce qui faisait que au niveau de la ponction fiscale au niveau local était plus importante qu'au niveau des quotes-parts. Puis vous voyez cette année que c'est l'inverse parce qu'on a mis les entreprises dans la bonne catégorie. Donc, mais ça ne change rien sur la taxation que ces entreprises-là recevaient, c'était le même montant. Ça aurait rechangé, c'est juste au niveau du calcul. Donc, vous voyez, ça donne une augmentation de 2,40 %. L'objectif qui était visé cette année, c'était d'arriver à quelque chose qui était très similaire en termes d'augmentation de taxes, autant pour les entreprises, les industries, que pour le résidentiel. On y tend, on n'y est pas encore tout à fait, mais les années précédentes, c'était vraiment beaucoup plus puis je pense que les gens se sont plaints, et à bon droit, là, qu'on augmentait beaucoup la taxation, deux fois plus que le taux normal au niveau des entreprises puis au niveau des industries. Tout ça pour vous dire que là, on est rendu à l'étape suivante. Vous allez voir, on se compare, c'est-à-dire quand on parlait de... Vous voyez, ça, c'est l'indice des prix à la consommation. C'est ça qu'on a utilisé comme base cette année. Donc, vous avez là les taux, les indices des prix à la consommation depuis 2010. On a fait cette comparaison-là pour voir ce que ça donnait. Donc, vous avez la RMR, vous avez Québec, donc l'ensemble du Québec et le Canada. Donc, moi, ça varie un petit peu d'une année à l'autre, là. Mais pour la période qui va de janvier à octobre 2014, l'IPC a augmenté de 2,4 %. Mais ça devrait ralentir au mois de novembre et au mois de décembre. Donc, on pense qu'on devrait arriver à la fin de l'année autour de 2,2 %. Vous voyez, pour l'ensemble du Québec, c'est très similaire. Le Canada aussi un petit peu plus élevé. Pour la période d'octobre 2013 à octobre 2014, c'est le 2,2 % qu'on a retenu pour nous autres, nous assurer qu'on n'augmente pas plus vite que ce taux-là. Quand on regarde maintenant cette étape suivante, les prévisions budgétaires 2015, ce qu'on a jusqu'ici comme portrait pour les autres municipalités, ils ne sont pas tous sortis parce qu'ils vont sortir cette semaine. Donc, vous avez Saint-Bruno, 2,2 %, taxes commerce et industrie, 2,4 %, Côte-Port, 1,80 %, dépenses en augmentation, 2,9 %. Mais comme on dit, si on avait réussi le 300 quelques mille au niveau des impacts, si on n'avait pas ça dans le collimateur, on aurait eu peut-être une augmentation autour de 1,9 % de nos dépenses. Mais ces éléments-là, c'était des imprévus. Il fallait en tenir compte. Donc, pour ce qui est de Boucherville, 1,9 %.
Taxe, commerce et industrie, 2,4 %. Il faut bien voir qu'au niveau de la quote-part de l'agglo, d'autres, c'est 0,42 %. S'ils étaient à 1,80 %, ils seraient supérieurs à nous. Mais bon, ils ont eu cette chance-là. Brossard, 2,20 %. Bon, ce que je sais, c'est que ça devrait, ce qu'on m'a dit le maire, c'est que ça devrait être très semblable à nous. Longueuil, bien, tout le monde connaît un petit peu la saga de Longueuil. On n'en parlera pas plus. Donc, Saint-Lambert, ça devrait être un peu plus élevé que nous, là, je pense, autour de ça. Carignan, ça, c'est un cas typique, Carignan, parce que Carignan, c'est 3 secteurs. C'est un petit peu caricatural parce que vous savez que le secteur, il y a 3 secteurs. Et le secteur où l'augmentation est la moins élevée, c'est le secteur qui a demandé une annexion à Saint-Bruno. Donc, et ça va jusqu'à 3,6 %. Et pour ce qui est de commerce et industrie, on n'a pas le taux exact, mais c'est autour de 3,6 %. Les dépenses sont en augmentation de 3,4 %. Quand vous regardez ces colonnes-là, bien, je pense qu'on s'en tire relativement bien. Sainte-Julie, 1,9 %, mais eux autres, encore une fois, vont chercher davantage au niveau de leur commerce et leur industrie. Et parce que les dépenses sont en augmentation de 3,5 % supérieures à nous. Je pense que c'est important de regarder ça. Dans le cas de Sainte-Julie, on parlait de Sainte-Julie. Sorel-Tracy, c'est un cas d'espèce. On ne comprend pas trop pourquoi, mais en tout cas, les autres, ils réussissent à sortir à 0 % d'augmentation et 1,2 % d'augmentation de leurs dépenses. Varennes, 1,9 %, 2,3 %, mais les dépenses augmentent de 3,8 %. Pourquoi? Bien, vous savez tous, vous connaissez l'histoire de Jean Coutu. Mais je pense qu'ils ont eu quand même beaucoup de revenus. Là. Je pense que ça devrait leur apporter facilement 2 500 000 de revenus de taxes annuellement. Donc, ça vient adoucir Quand vous augmentez, ça vient adoucir votre compte de taxes. Gatineau, ben, vous voyez 3,9, 2,9. Donc, quand on regarde tout ça, puis là, je ne vais pas passer, on passe aux finances, Sainte-Thérèse, ceux qui ont sorti au cours des dernières semaines, où de façon générale, les dépenses augmentent plus rapidement que l'inflation, beaucoup plus rapidement que l'inflation, et sont dans beaucoup de cas supérieurs à Saint-Bruno. Puis le taux de taxation va être un peu, nous autres, on est vraiment, je vous dirais, dans la moyenne là, de ceux qui sont les plus basses par rapport à cet ensemble de villes-là. Pas dans les plus bas. Les plus bas, c'est 1,8 % à Québec. Les autres, ils réussissent à boucler. Mais je pense qu'ils font beaucoup d'attrition. Et comme un petit peu comme Montréal, cette année, je pense qu'ils vont abolir beaucoup de postes. Nous autres, on n'en est pas là du tout. Terrebonne, 3,5 % et 6,5 % au niveau des dépenses. Fait que ça vous donne un portrait de l'ensemble de ce qui se passe aux alentours de chez nous. Avec ça, ça va clore la présentation du budget. On vous invite à poser vos questions dès maintenant. On va remettre le micro. N'hésitez pas, on est là pour répondre à toutes vos questions. On va passer, excusez-moi, on va passer avant à l'adoption. Puis après ça, vous pourrez poser des questions. OK. Oui, ajoutez que la présentation qu'on vous a faite ce soir va être sur le site de la Ville demain dans la journée et bien sûr, l'enregistrement qu'on est en train de produire devrait être disponible dans les 36 heures. Donc, ça va vous donner le portrait complet de la situation. Donc, on en est rendu maintenant à l'adoption des prévisions budgétaires. Je demande, qui propose? Je vais proposer. Questions, commentaires? Okay. Je vais seconder. M. Bédard et Mme Archambault. Archambault qui propose et M. Bédard qui appuie. Questions, commentaires? Avant de passer à la... Moi, j'aurais un commentaire à faire. C'est au sujet de la grille du frein. Vous avez décidé de mettre en place un plan d'action. Je pense que c'était demandé par les citoyens. Ça avait été demandé aussi on l'avait demandé à plusieurs reprises. Maintenant, vous avez choisi dans ce plan d'action-là de le financer de différentes façons, en partie avec une taxe spéciale et en partie aussi avec une affectation des ressources financières, donc du Fonds vert. Le Fonds vert qui a été créé suite à l'adoption du plan de conservation des milieux naturels avait pour objectif essentiellement de constituer un fonds pour l'acquisition de milieux naturels d'intérêt à ajouter à ceux que la Ville possédait déjà, avait déjà mis évidemment en conservation, et avait aussi pour but de se servir de cet argent-là pour la mise en valeur des milieux naturels existants. À mon point de vue, l'affectation de la réserve pour tout simplement du remplacement d'arbres, ça contrevient à l'objectif du fonds qui était
un objectif d'amélioration de notre patrimoine naturel. Et là, on s'en sert pour du remplacement. De la même façon, on transfère un budget de l'horticulture pour le remplacement aussi, alors que ce budget-là, au départ, était prévu pour ajouter des arbres à notre couvert arboricole. Alors là, on se trouve à laisser tomber des mesures d'amélioration de notre couvert pour les remplacer par des mesures tout simplement de remplacement. Je pense que c'est sûr que le problème est là, il est important, mais on aurait pu peut-être le financer, on l'avait proposé, on aurait pu le financer aussi sous forme d'immobilisation avec le PTI. On a choisi d'en faire une taxe spéciale, mais qui va se répéter, dans le fond, encore pour plusieurs années, parce que ce budget-là doit être récurrent pour au moins 4 ou 5 ans. On a aussi abandonné un plan de compensation des GES, les plantations qui étaient prévues au budget de l'horticulture. C'était entre autres des plantations donc, qui s'ajoutaient et qui étaient là pour compenser les émissions de gaz à effet de serre produites par notre flotte de véhicules. On laisse tomber ça pour faire du remplacement, donc il n'y a plus vraiment de compensation. Et d'autre part aussi, on a laissé tomber un projet spécial qui était aux travaux publics, qui était là aussi, qui était un projet de réduction des GES. On a adopté un plan d'action pour la réduction des GES et une des meilleures façons de contrôler les gaz à effet de serre, c'est de diminuer notre consommation de pétrole. Il y avait un plan qui était assez intéressant au niveau des travaux publics pour évaluer notre flotte de véhicules. Et il y avait un programme d'éco-conduite qui était prévu pour les conducteurs. On laisse tomber ça. Puis on choisit des projets spéciaux dont la pertinence, bon, c'est sûr que pour les gens qui vont profiter d'une réduction sur leur carte d'abonnement au Parc national, c'est intéressant, mais ça va peut-être servir davantage aux gens qui sont près de la montagne qu'à l'ensemble des citoyens, mais c'est l'ensemble des citoyens qui va payer pour ça, alors que notre patrimoine arboricole aussi, qui profite à l'ensemble des citoyens, on se trouve à le financer, en tout cas, avec les taxes de tout le monde, mais par ailleurs, on ne met pas sur pied non plus de programme d'aide pour les gens qui vont devoir abattre leurs freins et les remplacer. Alors, moi, là-dessus, j'ai vraiment un bémol et c'est à la fois la forme de financement et les projets qui sont choisis à ce niveau-là, je déplore. Parfait. Donc, merci, Mme Hudon. Bon, pour répondre à vos interrogations, effectivement, bon, d'abord, constater ce que vous nous apportez ce soir comme information. On aurait bien aimé l'avoir lors du comité plénier la semaine passée, ce qui n'a pas été le cas, parce que vous faites partie de l'exercice budgétaire depuis le début. Et bon, je pense qu'on voulait enrichir ce débat-là. C'est pour ça qu'on a inclus tout le monde. Là, vous nous faites vos commentaires ce soir. Parfait, il n'y a pas de problème. Au niveau du fonds vert, oui, c'est un geste que l'on pose. On a décidé, nous, puis vous savez que le ministre Moreau nous a aussi interpellés sur la présence de nos excédents, de nos fonds réservés, qu'il fallait éventuellement les utiliser avant même d'aller voir du côté des citoyens. Et c'est dans cette optique-là qu'on le fait. Je peux vous dire aussi que c'est un budget. L'objectif, c'est pas parce qu'il y a un budget de 500 000 qu'on va s'obliger à le dépenser. C'est une première approche. En tout cas, on nous a soumis un plan qui est sur 5 ans de 2,6 millions de dollars. On est à la recherche des meilleures pratiques. Je peux vous dire qu'on a aussi regardé du côté de Sainte-Julie. Et Sainte-Julie vont faire le même genre de travail à moindre frais. Donc, on est en train de regarder ça, d'analyser ça. Ce qu'on fait présentement, c'est qu'on se donne une provision pour éventuellement intervenir. Et on va intervenir de façon assez massive. Quand vous parlez de gaz à effet de serre, je pense que oui, un des grands capteurs de gaz à effet de serre, c'est bien sûr un arbre. Donc, cette année, on fait un immense effort. Donc, on va voir les arbres qui doivent être abattus, ceux qui doivent être traités, et on va les traiter de façon parcimonieuse, parce qu'on n'est pas, au risque de me répéter, on n'est pas sûr de l'innocuité du triazin. Des études commencent à sortir à cet effet-là qui nous mettent en garde contre peut-être une utilisation outrancière. Donc, on est en train de regarder ce qui se fait ailleurs et on va utiliser les meilleures pratiques. C'est un fonds. Donc, c'est un fonds qu'on a créé de 500 000 $ et vous allez y suivre à chaque année. Donc, c'est un fonds dédié et à chaque fin d'exercice financier, nous allons vous dire combien d'argent ont été épuisés dans ce fonds-là, combien il en reste
et on espère qu'il va en rester à la fin de l'année, malgré tous les efforts qu'on va faire. Et par la suite, dans le budget de 2016, on va voir de combien d'argent on a besoin additionnel pour faire en sorte de faire face à nos besoins ou nos demandes par rapport à ça. Et c'est un petit peu ça. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, on a été, nous autres, au meilleur de notre connaissance, au meilleur de ce qu'on nous a donné comme information. On estime que c'est 497 000 $ dont on a besoin en 2015. On a trouvé les sources de revenus. On ne voulait pas surtaxer les citoyens. Je pense que tout le monde est déjà, on a déjà pas mal par-dessus la tête. Donc, l'objectif, c'est de se limiter les dépenses à cet égard-là. Par ailleurs, les choix que l'on fait, oui, je pense que c'est un engagement électoral au niveau du 60 000 par rapport à une entente, parce que ça va permettre au final aux Montarvillois d'économiser. Et tous les Montarvillois auront accès éventuellement à la montagne. Donc, pour nous, ce n'est pas un plus, c'est-à-dire qu'on peut toujours dire on ajoute à votre compte de taxes, mais au final, chacun d'entre vous allait être gagnant. Ne serait-ce qu'au niveau des tarifs à l'interne sur l'utilisation même. On pense que nous, c'est une solution gagnante. On va être en mesure de vous donner plus d'informations au mois de janvier quand on va avoir finalisé l'entente. Mais l'objectif, c'est que ça vous coûte moins cher au final que ça vous coûte actuellement si on sépare les deux. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un calcul bêtement économique. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Oui, M. Kestner. Évidemment. La première chose, et je parle aux membres du conseil, mais je parle évidemment aux personnes dans la salle. La présentation qui est faite à l'écran, nous, les trois conseillers de l'autre position, on ne l'a jamais vu. On a vu des chiffres, mais on n'a pas vu cette présentation-là. J'avais passé la même remarque en décembre 2013 et j'avais demandé qu'elle nous soit soumise à l'avance. C'est pas fait. Deuxième chose que j'aimerais mentionner, pour arriver aux données, et vous avez vu que à l'écran, il y a beaucoup de chiffres et s'y retrouver, ce n'est pas évident. Juste vous donner un exemple. Une image vaut 1000 mots. Alors, j'aimerais simplement vous dire que c'est tout, et ce n'est que des chiffres, c'est tout ce que nous avons reçu depuis le 28 novembre. Ceci veut dire, et c'est important, M. Murray, que je le souligne, commencer un processus budgétaire de toute organisation, qu'elle soit privée ou qu'elle soit publique, commencer ça le 28 novembre, c'est de le commencer en retard. C'est le commencer un mois trop tard. Tous les directeurs de services de la Ville étaient prêts. Toutes les données, et d'ailleurs, je tiens à remercier et féliciter tous les directeurs, Mme Amelin en tête, M. Robitaille au niveau des finances, pour toute l'information qui nous a été fournie. Ce ne sont pas seulement des chiffres, c'est aussi beaucoup d'explications. Mme Archambault a fait état de 15 heures de rencontre, et c'est exact. Sur les 15 heures de rencontre, elles ont été réparties en 10 rencontres. Pour ces 10 rencontres-là, un seul des 8 conseillers a pu assister à toutes ces réunions. Si on avait débuté beaucoup plus tôt dans le processus, on aurait pu rendre accessible l'information à tous les conseillers. Un autre élément, c'est que la première réunion du 28 novembre, on a été avisé le 26 novembre, donc 2 jours de préavis, ce qui est nettement insuffisant pour quelqu'un qui a le moindrement un agenda. Autre élément que je dois souligner, c'est que cette première rencontre avait lieu de jour en matinée, donc difficile pour certains d'être disponibles. J'aimerais revenir sur les projets spéciaux qui reflètent... M. Bestin, vous me permettez de répondre au moins à la première partie de votre intervention? Après, non. Après, s'il vous plaît. Bien, je vais me permettre d'intervenir sur la première partie de votre intervention parce que... Je ne peux pas terminer. M. Bestin, vous savez que je préside cette assemblée et je vais intervenir pour situer un peu les choses. Vous cherchez toujours à bâillonner. Monsieur, je ne bâillonne pas parce que vous allez avoir la possibilité de continuer tout à l'heure. Mais je pense que pour le bénéfice des gens dans la salle et ceux qui vont nous écouter, vous savez,
l'information que M. Bessner et évidemment tous les élus ont tous reçu la même information en même temps. On s'excuse effectivement du délai parce que vous savez qu'il y a une première mouture qui nous a été soumise au début du mois de novembre. J'ai demandé aux gens à l'interne de revoir parce qu'effectivement, on arrivait à des totaux qui, pour moi, ne me semblaient pas acceptables. Donc, on a revisé tout le processus. On est arrivé à des objectifs qui nous semblaient intéressants. Et c'est là qu'on a fait des rencontres. Oui, on s'excuse, ça s'est fait dans un délai quand même assez restreint. Mais je pense que vous avez eu toute l'information. Vous avez pu poser, oui, puis vous avez raison. C'est des documents qui ont 6 pouces d'épais. Mais bon, tout le monde a ces documents de 6 pouces d'épais-là. Et vous avez toute l'information. Vous avez l'information jusqu'au coût de l'acquisition du devoir. Donc, vous avez toute l'information, vous avez la possibilité de vous faire une opinion. Vous avez les salaires de tous les employés. Vous avez la rémunération de tous les employés. Et donc, à ce moment-là, quand vous me dites que vous n'avez pas eu l'information, je pense qu'il y a quelque chose d'exagéré dans votre information. Et ici, ce que vous voyez, c'est une information que tout le monde avait. Le 2,2 %, là, il n'a pas changé par rapport à la semaine dernière. Et quand M. Bessner dit qu'il était au courant de la présentation, bien, la présentation vient essentiellement de ça. Il n'y a pas de choses nouvelles. Tout ce qu'on a fait, tout simplement, c'est qu'on l'a présenté de façon à ce qu'elle soit digestible, le plus intelligible possible. On s'excuse parce qu'on a quand même présenté beaucoup de chiffres, mais ce sont des éléments qu'on pouvait connaître, qu'on pourrait connaître et que M. Bessner et les candidats, Mme Hudon ou M. Audard, ont pu demander. On leur a donné toute l'information. Je pense que c'est la première année que les candidats de l'opposition ont autant d'informations. On s'excuse si on vous en a trop donné. L'année prochaine, on va faire attention pour faire en sorte de réduire l'épaisseur de votre cartable. Mais ceci étant dit, ce qu'on veut, c'est un exercice qui soit démocratique, où tout le monde peut intervenir. On l'a dit, la semaine passée, on a eu une réunion, un plénier, où on a exposé ces éléments-là en demandant d'avoir les commentaires. Et aujourd'hui, bien évidemment, vous voyez, fait que là, nous autres, on est partis de cet existant-là en présumant que tout le monde était d'accord, puisque personne avait montré de quelque façon que ce soit son opposition. C'est parfait. Fait que là, on respecte ce processus-là. Aujourd'hui, on vous présente ce qui nous apparaissait, nous autres, être un consensus ou un quasi-consensus. Donc, on vous livre l'information. Et on avait aussi comme objectif, je le répète, de respecter l'augmentation selon l'IPC. Voilà, M. Bessner, vous pouvez continuer. Merci, et je vais corriger ce que vous venez de dire. S'il vous plaît. Merci. Je ne me plains pas de la quantité d'informations, je m'en réjouis. Je dis simplement qu'on l'a reçu trop tardivement et que le processus normal aurait dû débuter beaucoup plus tôt. C'est simple. Par rapport aux documents remis, ce que je dis, c'est que quand vous avez des documents avec une version guillemets tendancieusement finale et que vous êtes rendu le 9 décembre et que la réunion est moins qu'une semaine plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui le 15, reviser l'ensemble des documents est excessivement exigeant. C'est tout ce que j'ai dit. OK? Si on avait commencé fin octobre, début novembre, on aurait eu beaucoup plus de temps de passer en revue les données. Alors, ce n'est pas la quantité de données qui est remise en question, mais plutôt le délai. Je tiens à souligner également, parce que vous insistez, et je voulais éviter la remarque, mais je vais le dire, parmi les 5 conseillers qui sont au pouvoir, 60 % de participation aux réunions. Merci, mais ils vont M. voter Bessner. à 100 %. Merci, M. Bessner. J'aimerais continuer. Vous avez identifié au tableau IPC à 2,4 %. Permettez-moi de corriger, parce qu'à 2,4 %, vous avez pris 10 mois qui pouvaient être avantageux sur une base comparative. Le taux réel est 2,2 sur 12 mois. C'est exactement ce que j'ai dit, M. Bessner. J'ai parlé de la période qu'on avait utilisée d'octobre à octobre, 2,2 %. Je montrais que depuis le début de l'année, c'était à 2,4 % et qu'on aurait probablement un effet adoucisseur au cours des 2 prochains mois, étant donné, vous savez, au niveau de l'énergie, la baisse. Fait qu'on s'attend à ce qu'à la fin de l'année, ça soit autour de entre 2 et 2,2 % sur la base annuelle. Merci des commentaires. On s'excuse si vous n'avez pas entendu. Maintenant, il y a presque un mois, 17 novembre, j'avais demandé de participer au comité finances concernant le budget.
J'ai écrit une fois, j'ai écrit 2 fois, jamais de réponse, jamais d'accusé-réception. Et finalement, je l'ai demandé une 4e fois, il y a une semaine, à la réunion du conseil pour finalement me faire dire que non, je ne pouvais pas être présent sans vote, sans droit de parole. Je voulais simplement y être et on l'a interdit. Ce qui n'avait pas été le cas, soit dit en passant, je dois le rappeler, il y a 1 an, quand un des amis de M. Murray avait participé au comité finances sans qu'il soit un élu et sans qu'il fasse partie du comité. Point d'ordre, M. Bessner. Je vous rappelle l'article 9.2. Pas d'attaque personnelle. C'est la dernière fois que je vous le mentionne. J'ai mentionné personne. Monsieur Bessner, vous... J'ai mentionné personne. Monsieur Bessner, vous me faites des procès d'intention. On s'excuse, là, mais on reste focalisé sur le dossier actuel. Ne commencez pas à particulariser et surtout à identifier des personnes de façon indirecte. Merci. Alors, je répète, 4 fois refusé pour participer au comité finances. Maintenant, si on revient à ce que Mme Hudon disait concernant la grille du frein, une façon de le financer aurait été par emprunt, c'est-à-dire de pouvoir amortir sur une période de 20 ans le coût estimé à 2,5 millions. Pourquoi sur 20 ans? Parce que tout simplement, les arbres, d'enlever ceux qui sont là et de remettre des nouveaux arbres, les nouveaux vont être là pour une période de 50, 75 ans, voire plus. Donc, les financer sur 20 ans, ça permettrait à tous les citoyens sur une période de 20 ans de payer et de profiter de ce bien naturel-là. Vouloir mettre une taxe spéciale maintenant pour quelqu'un qui vendrait sa propriété dans 3-4 ans, il va payer 100% et ne pourra pas en profiter. Par rapport aux projets spéciaux, on avait mentionné l'an dernier qu'on aurait aimé certaines infrastructures qui puissent être mises en place. On accuse du retard, notamment au niveau complexe sportif, Arena, et on aurait aimé ça que ça puisse être mis de l'avant. Monsieur Bessner, je vais vous répondre. Avez-vous terminé? Parce que là, vous avez. Est-ce que je peux éventuellement, parce que je suis en train de perdre le fil d'idée avec tout ce que vous nous amenez comme commentaire, là. On va y aller, je pense, une étape à la fois et morceau à la fois. Donc, pour ce qui est de la grille du frein, je vais parler de cette notion-là, de s'endetter dans un contexte où les taux d'intérêt vont probablement augmenter au cours des prochaines années m'apparaît totalement abusif dans le contexte présent. C'est votre vision en vous. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, je ne veux le moins possible augmenter la dette des citoyens montarvillois. Je veux le moins possible reporter sur les générations futures une problématique qui nous appartient. Je suis bien d'accord avec vous, les arbres ont poussé peut-être pendant 75 ans, mais c'est parfait. Si on laisse un héritage à nos enfants et à nos petits-enfants, c'est bien, c'est parfait, et je suis prêt à en assumer le coût. Ce qui est important, c'est que, comme je vous dis, ça n'a pas d'impact majeur. C'est 16 $ par personne, en fait pour une maison moyenne annuellement. On a réduit par ailleurs les dépenses pour faire en sorte justement de ne pas dépasser l'IPC à 2,2 %. C'est bon? Allez-y. Alors, je reviens... Je m'excuse, c'est ça, j'étais en train d'oublier le PTI. Encore? Oui, encore. Donc, le PTI, M. Bessner, je pense que, je ne sais pas, il y a peut-être des choses que vous ne suivez pas. On a identifié un montant de 350 000 $ cette année, qui n'est pas un emprunt, c'est de l'argent qu'on a déjà, pour justement, ça fait partie de notre vision 2035, c'est un montant qui a déjà été identifié, à même un fonds qui est déjà existant. Donc, on va puiser 350 000 $ pour évaluer les besoins en termes de regroupement au niveau de nos équipements administratifs, puis aussi au niveau des équipements sportifs et de loisirs. Donc, d'ici la fin de 2015, nous devrions être en mesure de vous présenter un projet concret, autant pour nos bâtiments administratifs que pour nos équipements sportifs. Et c'est pour ça, quand vous dites qu'on ne fait rien, au contraire, il y a déjà un montant de 350 000 $ pris à même nos réserves, donc qui ne vient pas impacter d'aucune façon le compte de taxes des citoyens. Voilà. Alors, ce que je disais, c'était que l'an dernier, par rapport aux infrastructures, on avait proposé, à coût très, très modeste, de faire des études de pré-faisabilité, donc au tout début. Et on avait investigué en disant si les études seraient positives,
on serait en mesure d'emprunter sur les marchés financiers à des taux historiquement bas. Ce matin, dans le journal La Presse, pour ceux qui s'intéressent à la section Affaires, il y avait un reportage sur la Réserve fédérale américaine où on disait que les taux d'intérêt ont été très bas en 2014 et devraient l'être en 2015. C'est le temps de réaliser des projets d'infrastructure. Vous me permettrez de répondre à ça, M. Bessner, encore une fois? Je vous dis simplement que tout ce que vous nous dites fait partie du processus Vision 2035. Je l'ai dit et je le répète, je veux travailler avec les citoyens. Je veux qu'ensemble, la communauté décide de ce à quoi doit ressembler Saint-Bruno en 2035. Nous avons pour le centre-ville un plan particulier d'urbanisme. Nous avons mandaté Vivre en ville, autant pour le Sud 116 que pour le centre-ville, pour nous amener un projet qui ferait ce qu'on pourrait dire époque, et ils sont en train de travailler là-dessus, et c'est ce qui va être présenté à la consultation publique entre janvier et juin prochain. Donc, tout ce que vous dites, nous sommes en train de le faire, et nous allons le faire avec les citoyens. Et nous n'allons surtout pas nous précipiter. Oui, je suis d'accord avec vous qu'on est dans un contexte de bas taux d'intérêt, mais il y a aussi une façon de voir autrement que dans des emprunts pour éventuellement financer ces équipements-là. Et c'est le projet qu'on se donne pour les années subséquentes. Vous allez le voir éventuellement parce que nous entendons déposer un cadre financier d'ici le 31 mars prochain pour les 3 prochaines années, 2016, 2017 et 2018. Voilà. Alors, comme vous le dites, on a un point de vue différent. Je tiens à référer à Mme Archambault qui a mentionné un peu plus tôt durant la présentation qu'il y avait une économie sur les frais d'intérêt, et elle avait raison, et c'est attribuable à une baisse des taux. Donc, il y a 1 an, les taux étaient bas, et durant l'été, les taux ont été encore plus bas. Donc, c'est le temps pour des organisations publiques d'investir par rapport à des besoins de long terme. C'est mon point de vue. Vous divergez, parfait, mais je voulais le mentionner. Merci. Ça va? Autre commentaire, M. Audard? Oui, s'il vous plaît. Si on regarde des chiffres, surtout en ce qui concerne les travaux publics, je vais me concentrer sur 3 éléments. De déneigement. Au poste budgétaire du déneigement, on a coupé 40 000 à peu près 15 du budget. L'année passée, vous avez dit qu'on cachait des montants. Bien, le surplus de cette 40 000-là, qui, si on le dépasse, va être pris dans les provisions. La provision que l'Alliance a faite pour les tempêtes de neige, comme celui de 2007-2008, où est-ce qu'on a eu au-dessus de 100 cm de neige de plus que les années auparavant. C'est pas fait pour une opération pour boucler un budget, mais surtout pour des événements comme 2007-2008. Deuxièmement, sur les éléments coupés, on a réduit l'achat d'essence de 74 000 près de 25 sur le 304 000 ce qui est budgété pour ce montant-là. Encore une fois, c'est l'utilisation de la réserve en cas de dépassement. Qu'est-ce qui arrive si, encore une fois, si on a le 100 cm de neige de plus, comme en 2007-2008? Savez-vous que ça prend aux alentours de 200 litres par corps de travail pour faire opérer la souffleuse, à peu près 400 litres de diesel pour le loader qui le pousse. Sur un corps de travail, ça figure à peu près 3 750 $ pour un morceau d'équipement. Si on rajoute une... Pardon? Je n'ai pas compris. À peu près 3 750 $ pour cette pièce d'équipement-là. On ne parle pas de main-d'œuvre, on ne parle pas de la charrue qui pousse en avant, la niveleuse, le trottoir, etc. Je crois que les réserves pour la neige en cas vont être réduites de beaucoup l'année prochaine. OK. Je peux faire un commentaire par rapport à ça. Je vais vous laisser continuer tout à l'heure. Bon, OK. En ce qui concerne, nous, c'est des demandes qu'on a faites à l'interne. On pense que, le directeur du service a amené ces coupures-là. C'est pas nous qui lui avons tordu le bras ou arraché le bras. On pense qu'il a actuellement assez de budget pour faire face à ses obligations. Je veux juste vous rappeler qu'au niveau des postes, ce qu'on appelle des excédents affectés actuellement, nous avons 250 000 $ pour le déneigement qui n'a jamais été utilisé. Nous avons 1 million de $ en imprévu au cas où.
et nous avons 100 000 $ pour l'essence. Donc, s'il nous arrive une année qui est difficile, on va passer au travers. Donc, actuellement, on est sur l'habituel. Et ces réserves-là ne sont pas uniquement là pour grossir les chiffres. Ils sont là pour être utilisés en cas de besoin. Et s'il arrive qu'une année, il tombe 250 cm de neige et qu'on est obligé d'aller chercher 100 000 $ dans la réserve, nous trouverons bien le moyen de les renflouer dans les années subséquentes. Ne vous inquiétez pas. Sauf qu'actuellement, on a 1 350 000 $ qui dort dans nos coffres depuis de nombreuses années. Et c'est prévu pour... Et d'ailleurs, je peux vous dire que ça fait partie aussi de notre cadre financier. Nous allons nous donner des règles très précises pour qu'on ait, en termes d'imprévus, ce qu'on appelle un critère objectif pour s'assurer qu'on suive le rythme de croissance et que cet argent-là soit utilisé éventuellement à bon escient. Pour le moment, elle dort dans nos coffres. C'est tant mieux au niveau de la trésorerie, mais pour les citoyens, je pense qu'aussi c'est une question qu'on doit se poser. Fait que pour le moment, ce 100 000 $ $-là d'essence, qu'on a augmenté d'ailleurs de 50 000 $ en 2011-2012, on est actuellement à 100 000 $ et je peux vous dire qu'elle a très peu été utilisée, en tout cas au cours depuis 2006, depuis que la ville a été défusionnée. Voilà. Je ne mets aucun doute des décisions de M. Morin, ni le directeur du service, ni nos partenaires des travaux publics. Par contre, un autre exemple, c'est sur les 151 000 $ pour le soufflage de neige, il y a 50 000 qui a été coupé, donc 33 %. Si on regarde juste la dernière tempête, qui a été une bonne, puis je comprends qu'il y a des heures de surplus à cause de l'heure qu'elle a tombé, puis comment elle a tombé. Par contre, il y a la politique famille qui dit que les écoles auraient dû être déneigées en priorité. C'est allé jusqu'à ce matin que les bandes de neige ont été soufflées. Donc, est-ce que c'est nos jeunes qui vont écoper de les coupures dans le budget pour le soufflement de la neige? Monsieur Dante, si effectivement l'opération, parce que vous savez qu'on est encore dans le budget 2014, on n'est pas dans le budget 2015, s'il y a eu des problématiques au niveau du déneigement, vous nous en faites part et on va s'assurer que l'information soit envoyée à qui de droit. Parce que normalement, le déneigement aurait dû être fait comme il a toujours été fait. Et s'il y a une problématique par rapport à ça, bien, on va s'assurer de la corriger dans les plus brefs délais, si on peut vous le garantir. Bien, j'ai déjà contacté Mme Hamelin concernant, puis comme je vous dis, le directeur des travaux publics m'a répondu comme pas de problème. C'est juste, est-ce que les coupures, comme vous avez dit, les premiers chiffres que les directeurs de service vous ont envoyés n'étaient pas corrects? Est-ce qu'ils sont allés piger dans leur excédent? C'est la question. C'est la question qu'on doit poser à Mme Hamelin, mais normalement, quand on parle d'un budget, on parle de budget 2015, donc on parle de changement à partir du 1er janvier 2015. Le 2014, on continue sur la même base, il n'y a pas de changement. Et je peux vous dire aussi, en passant, c'est que vous savez que, j'en profite, vous me donnez l'occasion de le dire, c'est qu'il y a 2 dossiers majeurs sur lesquels on va intervenir l'année prochaine. Donc, vous savez que le dossier de l'aglo, là, on a fait une conférence de presse la semaine dernière, et on va tout faire pour faire en sorte que, justement, on puisse devenir des véritables partenaires dans cet aglo-là. Et je peux vous garantir qu'on va travailler très, très fort. L'autre chose, nous allons procéder dans les mois qui viennent, au cours de l'année qui vient, à une révision complète du fonctionnement de la ville de Saint-Bruno pour faire en sorte de regarder ce qui doit être amélioré. Fait que c'est dans ce contexte-là qu'on va le faire et on ne fera pas de coupe à l'aveuglette. L'objectif n'est pas de couper, c'est de s'assurer qu'on soit encore plus efficace et plus efficient qu'on ne l'est actuellement. Fait que par rapport à votre tempête, c'est extrêmement malheureux. S'il y a eu des impairs par rapport à ça, bien, on va s'assurer d'avoir la bonne information et que les correctifs soient apportés le plus rapidement possible. Bien, encore une fois, comme M. Besner a dit, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Fait que je pense que c'est pour ces 3 raisons-là que je ne voterai pas pour le budget. Parfait. Merci. M. Murray. Oui, monsieur. Quelques points de clarification. Je vais revenir sur l'intervention de M. Besner. Je ne répéterai pas les points qui ont été adressés par vous, M. le maire. Mais c'est important, je pense, de revenir sur quelques points qui ont été adressés ce soir. La première, c'est M. Besner se dit indigné du fait qu'il a reçu de l'information de dernière minute ici ce soir. M. Murray l'a dit, ça fait plus d'une semaine que les chiffres n'ont pas changé. Alors que ce soit en PowerPoint, en Word, en Excel, sur une feuille 8,5 par 11, 8,5 17, ça ne change absolument rien. Premier point. Deuxième point, on dit que ce n'est pas juste des chiffres, mais aussi des explications. Je suis totalement aligné avec M. Besner. L'expertise qu'on a reçue du fait qu'on a eu l'opportunité donnée par le maire d'avoir des rencontres avec tous les directeurs de service. La directrice générale était également présente à toutes ces rencontres-là. C'est fantastique.
Ça nous permet d'être plus éclairés au niveau du budget. Moi, personnellement, j'en ai retiré énormément de satisfaction. Je n'étais pas à toutes les rencontres, mais je suis allé là où je sentais que je pouvais collaborer et contribuer. Parce qu'il y a une différence entre assister et participer à des rencontres. Et là, c'est bien qu'il y ait des gens qui assistent, mais si on ne participe pas, ça ne donne pas grand-chose. Troisièmement, 15 heures, c'est en fait modeste parce que dans la plupart des cas, ça a duré plus longtemps que prévu. On parle de, oui, dans le jour, mais aussi dans les soirées où est-ce que ça s'éternise et puis on est ici à 10-11 heures. Alors, on remercie encore une fois le personnel de la Ville d'être patient avec nous. Reçu de l'information trop tard, personnellement, moi, je ne suis pas d'accord. On a pu digérer l'information. Il y a eu assez de rencontres pour que les gens puissent se former une opinion et aussi l'émettre. Et c'est là qu'on peut travailler ensemble. Si les fameuses études de pré-faisabilité reviennent à tous les ans, en termes d'exemple, pour citer le fait que certaines opinions ont été écartées, bien, ce n'est pas le cas parce qu'on n'en a même pas discuté encore une fois cette année, malheureusement, dans les sessions de travail. Ça aurait pu. Ils auraient pu l'amener comme point de discussion, mais on n'en a pas parlé parce que ce n'est pas venu sur le sujet. Puis par la suite, 2 petits derniers points. M. Bessner suggère d'emprunter le plus rapidement possible. Nous, personnellement, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. La dette de Saint-Bruno est déjà assez élevée du point de vue local ou général. Et on va faire les choses en bonne et due forme. La première étape, c'est la définition de la vision stratégique. Et puis, la population va être appelée à en parler. Et par la suite, durant 2015, on va avoir plein de consultations publiques qui vont faire en sorte que la desserte de services et les investissements qu'on va faire vont être les bons. Alors, on ne crachera pas de l'argent pour rien, juste parce que les taux d'intérêt sont bas. Finalement, juste rectifier, j'ai eu la même note que M. Audard a reçue au niveau des travaux publics et les déneigements. Si on parle de la même note, il y a eu des prix de camions, et ici, et avec les entrepreneurs privés qu'on embauche également sur le territoire, à moins que M. Audard ait de l'information que je n'ai pas reçue. Moi, ce que j'ai eu au niveau du déneigement récent et de la problématique qu'apparemment, il y aurait eu des territoires qui ne se seraient pas fait déneiger à temps. Actuellement, je n'ai pas eu d'indicatif que ça a le rapport avec le budget, mais plus avec des bris mécaniques. Alors, c'était mon intervention. Dernier point. Monsieur le maire, je vous remercie, je vous félicite et je vous mets en garde. Donc, je vous remercie d'avoir ouvert tout ce processus budgétaire-là à tous les élus. Et pour ça, je vous félicite également. Mais je pense que je nous mets tous en garde parce qu'évidemment, la transparence a un risque. Si l'information qui est utilisée par certains est pour tout simplement être utilisée de mauvaise foi, c'est sûr que ce n'est pas l'intention d'une gouvernance collégiale ou transparente. Alors, je redemande à tous les membres du Conseil, et je m'inclus là-dedans, de démontrer une bonne foi qui va tout simplement nous permettre de présenter des choses ici ce soir qui ne sera pas nécessairement le budget d'un parti politique, mais bien le budget d'un conseil de ville. Alors, voilà, merci. Merci, M. Guévremont. Commentaire? 2 petits points rapides. J'aimerais juste dire effectivement que les rencontres avec les différents services de la ville, nous avions effectivement le choix d'aller à un plus qu'à l'autre. Puis je ne vois pas la pertinence de dédoubler pour certains services la présence de plusieurs conseillers pour répondre aux besoins budgétaires des communications ou encore de la direction générale qui a à peu près une dizaine d'employés. Ce n'est pas là qui sont les gros postes budgétaires. Alors qu'on nous dise qu'on a participé juste à 60 %, je vous dirais juste qu'on donne l'exemple d'efficience. Ça, c'est un. 2. Je voudrais juste rappeler à M. Bessner, qui a été banquier, qu'un jour, là, quand tu empruntes à Boto, il y a des renouvellements aux 5 ans. Puis dans 5 ans, je voudrais bien, en tout cas, je n'ai pas de leçon d'économie à donner à personne, mais tout le monde a sa petite idée sur ce qu'aura l'air les taux d'intérêt dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Puis
un prêt de 20 ans, bien, on paye tout ce temps-là. Alors, je voudrais juste rassurer les gens sur le fait que si on était capable de le payer, si on est capable de se le permettre, puis de limiter la hausse des taux de taxation des résidences, bien, on se doit de le faire. Merci, M. Bédard. Mme Archambault? Oui, donc moi aussi, j'aimerais apporter 2 commentaires, en fait. Puis c'est un peu en réaction à ce que M. Bessner a apporté. D'abord, par rapport au délai là, du processus budgétaire qui semblait jugé comme étant trop court, moi, je voulais quand même prendre la peine de rectifier certaines choses. On s'entend, comme je vous ai présenté plus tôt, que ça a commencé dès l'automne, donc dès septembre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs intervenants dans ce processus-là. Donc, évidemment, les services. Après ça, il y a la présentation à la direction générale où il y a beaucoup de changements qui sont apportés. C'est un travail qui est très long, qui est fastidieux. Donc, tout le monde collabore. Après ça, c'est déposé, évidemment, à la direction générale. Puis après ça, nous, on intervient, évidemment, au maire par la suite, qui lui aussi fait ses commentaires. Donc, nous, on intervient à la suite de ça. Puis je pense que c'est le cours normal des choses. Je voulais aussi mentionner que c'est quand même une décision historique. Il s'est rarement vu une situation où on ouvrait les portes à l'opposition pour l'ensemble des étapes du processus budgétaire. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est même, si ça peut faire des petits ailleurs, je vais être relativement fière parce que la tendance, généralement, c'est de donner l'information, le moins d'informations possible, alors que là, c'est totalement l'inverse qui s'est produit. Pour l'autre point, c'est au niveau du comité finances. Je sais que vous en aviez fait la demande au niveau de votre participation. Puis vous avez aussi souligné le fait qu'il y avait eu un observateur. Je veux juste mentionner, pour rectifier les choses, que l'observateur en question est devenu membre du comité. Donc, l'objectif, c'était ça. Je pense que quand on pourvoit un nouveau comité, surtout que l'année dernière, on était en train de revoir l'ensemble des compositions de comités consultatifs, bien, il y avait différentes étapes. Puis il y a peut-être des gens qui n'étaient pas encore, on n'était pas rendus à nommer les candidatures, mais les gens voulaient participer. Donc, je pense que dans cette optique-là, c'est normal qu'il y avait des observateurs. Mais il n'y a jamais eu d'observateurs élus. Puis cette question-là, vous le savez, d'autoriser la présence des élus aux différents comités consultatifs. On s'est posé la question, puis on n'a pas encore la réponse à savoir est-ce que c'est voulu ou pas. Est-ce que ça interfère dans le processus démocratique? Parce que les tribunes qu'on a créées, les comités consultatifs, c'est pour les citoyens. Donc, ils se penchent sur les questions. Puis, est-ce qu'on veut tout être là à les regarder? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça met de la pression inutile, indue? On se pose la question, puis la question a été soumise en bonne et due forme au comité d'éthique et de gouvernance qui va prochainement nous soumettre ses recommandations. Donc, entre-temps, on a décidé de garder le statu quo. Je pense que ça se vaut. Et de toute façon, toutes les délibérations sont consignées dans les procès-verbaux. De plus, les présentations, puis ça, on vous l'avait mentionné, la présentation qui a été faite au comité, c'est exactement la même présentation qui a été faite au conseil la veille. Donc, toute l'information était identique. La seule chose, en fait, que vous auriez pu observer, c'est les délibérations, les commentaires, mais ça sera transmis à travers les procès-verbaux. Donc, à cet égard-là, je pense que, oui, on ajuste le tir, mais c'est totalement transparent. Merci. Ça va? OK. Bon, on va terminer là-dessus. Peut-être un petit dernier commentaire pour ajouter 2 autres éléments. Vous savez que le budget de l'agglomération a été adopté le 11 décembre dernier, donc il a fallu en tenir compte à la dernière minute. C'est sûr que ce morceau-là, bon, on était tous dans l'attente de l'adoption de ce budget-là. L'autre élément qui est intervenu au mois de novembre, qui est venu comme chambarder un peu toutes les choses, c'est bien sûr le pacte fiscal de 300 millions de dollars. Là. Ça fait qu'il a fallu refaire nos devoirs. Donc, ça nous a amené à... On avait au départ un beau projet, mais suite à cette ponction-là de 425 000, bien, il a fallu revoir complètement notre copie. Et c'est pour ça que peut-être que ça retarde un petit peu au niveau des rencontres avec les différents services. L'année prochaine, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on va faire en sorte qu'on ait un peu plus de temps. Mais bon, bien, je pense que quand même, cette année, avec ce qu'on avait, ça s'est fait peut-être un peu en vitesse, mais on avait quand même, à mon avis, toute l'information requise pour intervenir, éventuellement faire des propositions et éventuellement aussi se présenter devant un projet commun. C'est ce qu'on vous soumet ce soir. Donc, on va passer au vote. Évidemment, parce que je présume que vous allez demander le vote, étant donné que ça a été recommandé par Mme Archambault et appuyé par M. Bédard. Donc, on va passer au vote. Alors, contre? Pour. 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 Contre. Contre. Madame, j'ai pas entendu, Mme Hudon, vous avez dit? Contre. Et merci. Donc, adopté à la majorité. Période de questions? J'en avais 2 ici qui avaient été soulevés, parce que vous savez qu'il y a une deuxième séance qui est suivie tout de suite après, concernant les tarifs. Donc, j'inviterai ici ceux qui ont donné leur nom, M. Jean-Claude Bergeron.
Bonsoir. Bonsoir. Petit commentaire concernant M. Audard puis son... Pas de s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous pouvez faire un commentaire, faites-le à moi, de façon générale. Petit commentaire de M. Audard qui disait qu'il fallait avoir les réserves pour l'huile, la gasoline et le fioul, mais à ce que je sache, le coût de ça a baissé quand même substantiellement au cours des derniers mois et il semble que ça va durer quelques années. Je voudrais... mon intervention était... Excusez, la misère. Mon intervention était sur un article du journal d'aujourd'hui, de la presse, dans les affaires, où il était fait mention que plusieurs villes ramassent les déchets l'hiver aux 2 semaines. Et il donnait l'exemple, il parle d'une quarantaine de villes qui sont rendues dans ce scénario-là. Et il donnait également l'exemple de Saint-Lambert qui, ça leur fait épargner 110 000 récurrents par année. Donc, ça m'apparaît des assez gros chiffres. Personnellement, moi, que l'hiver, on ramasse les déchets aux 2 semaines. En tout cas, évidemment, je ne peux pas me prononcer pour l'ensemble des gens, mais en ce qui me concerne, c'est des montants qui me semblent intéressants. Est-ce que Saint-Lambert est plus gros que nous autres en termes de population? Je crois que non. Donc, on peut dire que ces montants, et c'est un montant récurrent, d'où l'intérêt de la mesure. Dans l'article également, il donnait l'exemple de Sherbrooke. Et eux, ils ramassent les déchets l'hiver aux 3 semaines. Et ils admettent qu'au début, ça chiolait, soyons francs, mais que ça s'est quand même passablement tassé. Évidemment, c'est pas moi qui va faire le procès de ce qui s'est passé à Sherbrooke, mais ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe dans d'autres villes. En fait, de faire le bilan de ce qui se passe dans d'autres villes pour savoir les réactions puis les coûts que finalement on peut en espérer. Juste pour vous... parce que normalement, les questions pour une séance extraordinaire doivent porter uniquement sur le budget. D'accord. Donc, vous vous interrogez sur les coûts, je présume, je vais faire une petite digression, vous vous interrogez sur les coûts de la collecte par rapport à ce qui apparaît au budget. Donc, on va y répondre, même si on doit... Je vais faire et ma question était ça. Est-ce que c'est dans le collimateur, par rapport à notre futur budget? Je vais me mettre moi aussi dans le budget. Okay. Par rapport au budget qui peut s'en venir pour l'an prochain, est-ce que ça peut être dans le collimateur de regarder cette perspective-là? Je vais laisser répondre notre spécialiste, Mme Bérubé. Allez-y. En fait, ça a été regardé. Je vous remercie pour votre question parce qu'effectivement, c'est une bonne façon de réduire les coûts. On l'avait évalué à 17 500 $ d'économie seulement à Saint-Bruno parce qu'on ne peut pas desservir le multilogement et les ICI parce que leur capacité de stockage n'était pas assez grande. Alors oui, ça a été regardé. On va voir comment on peut l'appliquer. Je vous rappelle, c'est une mesure qui est très dérangeante pour les citoyens. Il y a beaucoup de plaintes dans les villes qui l'appliquent. Alors, pour 17 000 $ d'économie, il faut voir si ça vaut la peine. D'autant plus que l'objectif, c'est de réduire tout ce qu'on enfouit ultimement. Il y aura donc un biométhanisateur en 2017 qui va nous permettre de passer aux 2 semaines comme vous le demandez parce qu'on n'aura plus de déchets de table qui vont être dans la poubelle. Il n'y aura plus d'odeur liée à ça et ça va réduire le stockage, la quantité de poubelles qu'on va mettre au chemin. Donc, ça s'en vient. Et puis, pour l'appliquer maintenant, bien, comme je vous dis, c'était une économie de 17 000 $ seulement. Et on ne pouvait pas desservir la totalité des habitants de la ville pour l'instant. J'aimerais ça qu'on vérifie avec, mettons, Saint-Lambert qui parle de 110 000. Est-ce que c'est le journaliste qui a pris... comme on dit, qu'il y a pris une dérive. On ne fera pas de procès d'intention. Pas d'intention, mais ce que je veux dire... Je vais vérifier avec... il y a des chiffres qu'il faudrait revalider. Non, c'est intéressant. D'ailleurs, à la Commission d'aménagement de l'environnement, il y a quelqu'un de Saint-Lambert qui siège. Je vais lui poser la question. Tout ça pour ajouter, effectivement, donc nous, ça fait partie des projets futurs parce qu'aussitôt que l'usine de biométhanisation va avoir été construite, on entre vers une collecte à 3 voies
ou à 4 voies, mais on est rendu 3 voies. Là. Et donc, oui, ça va réduire la quantité de déchets. C'est sûr que les déchets qui vont rester seront soit des déchets non récupérables ou non putrescibles. Donc, on va s'amasser avec très peu de déchets. Et là, on pourra avoir une collecte aux 2 semaines et peut-être même au mois. Donc, ça fait partie des éléments qu'on va aussi regarder. Mais suite aux recommandations qu'on nous avait faites cette année, bien, il n'était pas rentable pour nous de le faire immédiatement compte tenu de tout ce que ça soulèverait comme problématique. Autre question, j'avais ici M. François Dufour de la PSB. Question concernant le budget. Merci, Monsieur le maire, de donner un petit peu de parole à l'Association des propriétaires de Saint-Bruno. Allez-y. Si je réussis à me débrouiller avec mes petites affaires. Nous avons 2 aspects à mentionner à la municipalité. En ce qui concerne le premier point, nous avons pris connaissance de la déclaration conjointe des maires de Brossard, Boucherville et Saint-Bruno concernant les paiements contestés de ces municipalités à l'agglomération. Donc c'est un point d'agglomération. La PSB approuve pleinement votre désaccord sur ce sujet. J'ai entendu votre intervention. Pouvons-nous toutefois vous rappeler que la PSB avait publié au cours d'année 2014 une étude comparative des coûts des services de sécurité entre les municipalités de Sainte-Julie et de Saint-Bruno. Nous l'avions rendu public à l'époque. L'étude mettait en évidence une disparité des coûts de police et de sécurité incendie entre ces 2 municipalités. Les services sont facturés 48% plus cher à Saint-Bruno. Les chiffres ont été extraits des états financiers, en fait. Donc 48% plus cher à Saint-Bruno, pourtant moins peuplé que la municipalité de Sainte-Julie, en fait. Donc pour information, cette étude avait été transmise au ministère des Affaires municipales. Dans vos discussions présentes avec l'agglomération de Longueuil, nous suggérons que le résultat de cette étude soit utilisé afin de renforcer votre position auprès de l'agglomération. Tout argument conduisant à réduire le poids fiscal de l'agglomération est évidemment le bienvenu, et c'est pourquoi nous suggérons d'utiliser les arguments contenus dans la lettre que j'ai mentionnée. Cette demande termine le premier point. J'ai 2 points, mais 2 points. Vous souhaitez peut-être répondre maintenant. Oui, tout simplement pour ceux qui sont peut-être pas au courant de ce qui s'est passé le jeudi dernier. Donc, on a fait une conférence de presse jeudi qui n'avait rien à voir là, avec la sortie ou le crépage de Signon avec le ministre Moreau et puis Mme Saint-Hilaire. Les gens nous ont dit d'avoir fait une association. Sujet, c'est malheureusement tombé en même temps. Nous autres, c'est parce qu'on a demandé un avis légal qui nous a été soumis le 5 décembre dernier. Et suite à cet avis légal qui nous disait que l'entente qui avait été signée en 2007 était illégale sur la base du fait que le conseil d'agglomération ne pouvait déléguer à une entité tierce, donc une ville, sa propre gestion. Et c'est sur cette base-là qu'on est allé en conférence de presse parce qu'il y avait, bien sûr, il y avait le pacte fiscal concernant les dépenses mixtes, parce qu'on parle des dépenses mixtes, qui venait à échéance le 31 décembre 2014. Fait qu'il fallait prendre position. Et il y avait au budget de cet après-midi-là une résolution à l'effet de reconduire pour 5 ans le contrat des dépenses mixtes. Ce sur quoi, évidemment, on s'est opposé parce qu'on savait, en tout cas, on estime que c'est illégal, cette entente-là, donc on ne pouvait pas adhérer à quelque chose qu'on considère comme illégal. On avait déjà commencé à négocier beaucoup plus tôt pour réduire la facture et vous avez tout à fait raison, c'est que mes présences, d'ailleurs, au niveau de la table des maires, j'ai dit d'entrée de jeu, c'est que oui, on avait une échéance le 31 décembre, 2014. Il fallait regarder le plus rapidement possible les dépenses mixtes. Nous étions prêts, en ce qui nous concerne, à reconduire pour 1 an, mais avec l'obligation de regarder tout le reste. Parce que vous savez que, puis on l'a fait l'exercice, puis c'est une règle de 3 bien simple. Si vous prenez Saint-Bruno, puis vous regardez, par exemple, Saint-Bruno, puis le financement sur la base d'une MRC, donc 50% population, 50% richesse foncière, la différence est à peu près de 3,7 millions. Donc, sur la base du potentiel fiscal, nous payons sur cette analyse-là, cette règle-là, 3,75 millions de plus ou à peu près que ce qu'on devrait payer. Fait que c'est dans ce contexte-là que nous autres, on voulait amener, tout mettre ça sur la table. L'objectif, puis je le dis, je le répète, c'est pas de détruire l'agglomération, mais c'est qu'on devienne des véritables partenaires, qu'on soit traité d'égaux à égaux, qu'on puisse aussi avoir droit au chapitre et qu'on puisse avoir, je vous dirais, une lecture des cotes-parts ou des versements qu'on peut faire qui soit plus réaliste que ce que c'est actuellement. Donc, c'est une première étape, les dépenses mixtes, parce que c'est un calcul alambiqué. C'est dommage, je ne l'ai pas avec moi. Si je vous l'avais amené, vous auriez compris que ça a été dessiné par des gens au niveau du gouvernement du Québec et ça n'a pas été fait pour faciliter la tâche des villiers, bien au contraire.
Néanmoins, je maintiens mon point malgré tout, c'est que si vous pouvez utiliser les résultats de cette étude que nous avons faite, Toutes les études vont être les bienvenues. évidemment le bienvenu dans votre action. Toutes les études sont les bienvenues. Avec votre permission, je vais passer au deuxième Allez-y. point. En ce qui concerne le deuxième point, nous aimerions rappeler les augmentations salariales reçues par les employés municipaux en 2013, 3 semaines avant les élections municipales. Ces augmentations se montaient à un pourcentage annuel de 2,99%, répété sur 7 ans. Nous sommes conscients que ces augmentations ont été accordées par la précédente administration, qui s'est comportée avec une coupable indifférence envers les payeurs de taxes. Nous sommes également conscients que la partie syndicale avait, à l'époque, accordé des contreparties. Votre administration hérite maintenant de cette situation et l'Association des propriétaires souhaiterait connaître quelles sont les méthodes envisagées pour éviter l'explosion des coûts salariaux dans les années à venir. Nous aimerions vous suggérer d'utiliser une combinaison de diverses méthodes, comme le recours au travail sous contrat, la réduction des effectifs municipaux, voire la renégociation salariale. Et ça termine le deuxième point que je souhaitais évoquer. Bon, ma réponse par rapport à la troisième partie, en tout cas, il n'y a aucunement dans notre intention de réouvrir les conventions collectives. Ils ont été signés. Bon, c'est sûr qu'on n'était pas là à ce moment-là. Ils ont été signés par nos prédécesseurs. Ils ont estimé, eux autres, que c'était une bonne façon de procéder. Je n'ai pas à juger de ce qu'ils ont fait. C'est des conventions collectives qui, dans le cas d'École Bleue, nous amènent, je pense, en 2019. Nous allons respecter intégralement le contrat. Il y a des conventions collectives au niveau d'École Blanc qui viennent échéance au 31 décembre 2015. Il y en a d'autres qui viennent échéance au 31 décembre 2016. Et celles-là, nous allons les négocier. Mais nous allons les mener à terme en respectant l'entente qui a été signée de bonne foi, on présume, par les deux parties. Il n'y avait pas personne qui avait un fusil sur la tempe, en tout cas à ce que je sache, et on va les respecter intégralement. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est sûr qu'en même temps, on a à refaire une lecture du fonctionnement de notre organisation, et c'est pas dans un esprit punitif, je pense que toute organisation, tous les 5 ou 7 ou 8 ans, devrait s'obliger à revoir un petit peu son fonctionnement, parce que vous savez que depuis 2006, il y a quand même beaucoup de choses. C'est une ville qui s'est reconstruite totalement depuis 2006. Et les choses ont beaucoup changé. Les villes, maintenant, ont des responsabilités qu'on n'avait pas auparavant. Il y a aussi, moi, ce que je perçois, c'est on veut travailler beaucoup sur une collaboration intermunicipale. Puis nous avons un exemple quand même assez intéressant qu'à petite échelle, voyez-vous, en fin de semaine, on a eu les féeries au lac du village. Bien, la ville de Saint-Basile nous a prêté gratuitement ses maisonnettes et aussi ses réchauds là, au niveau à l'extérieur. Fait que je pense que c'est le genre d'échange, à petite échelle. On peut établir des collaborations, faire en sorte que les villes ensemble, puis éventuellement, je vais même jusqu'à vous dire que si on se met ensemble, il y a des choses qu'on donne à l'extérieur, contrairement à ce que vous pensez, qu'on pourrait ramener à l'intérieur. Parce que je pense qu'on peut être efficace et efficient, pas parce qu'on est col bleu ou col blanc, qu'on est forcément moins bon que ceux qui sont au privé. Je pense que c'est de donner la possibilité d'avoir une vision autre, une lecture autre de ce qu'on doit faire. Et moi, je ne suis pas partisan du privé ou du public. Je pense qu'on va d'abord s'adresser aux personnes et ensemble, avec les municipalités environnantes, je pense qu'il y a le moyen de trouver des choses qui vont être au bénéfice de tous les citoyens, parce que je ne pense pas qu'il y a personne qui a le goût de travailler contre sa municipalité. Puis tout le monde est conscient des limites auxquelles on est contraint. Mais en même temps, je le disais, il y a aussi une vue de l'esprit. Vous savez qu'on est limité à l'IPC. L'IPC, c'est un élément. Vous avez aussi la croissance économique. Donc, la croissance nominale, vous avez l'IPC qui est autour de 1,2 ou 1,5 ou 2 par année, puis vous avez la croissance nominale de votre PIB qui est autour de 3,5 même dans une année comme actuellement, on dit au Québec, une croissance réelle d'1,5 mais au final, le PIB croît de 3,5 Et une ville, mais quand on fait appel à des ressources extérieures, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, le monsieur qui vient réparer telle chose, puis qu'on engage à contrat, ne serait-ce que, par exemple, nos honoraires professionnels, tout ce monde-là vont s'ajuster en fonction de la croissance des PIB. Ça mériterait d'être quand même regardé, M. le maire. Tout va être regardé et ça va être dans l'intérêt des Montarvillois, jamais à leur détriment. Mais comme je vous dis, on ne part pas avec des paramètres qui nous amènent d'un côté plutôt que de l'autre. On va le faire de façon intelligente et on va le faire aussi autant avec nos employés qu'avec, bien sûr, nos citoyens. Vous allez être informés et on va travailler, comme je vous dis, dans le meilleur intérêt de tous. Merci, Monsieur le maire, mais néanmoins, je maintiens le point que j'avais essayé d'adresser durant cette présentation, qu'il serait évitable d'éviter l'explosion des coûts salariaux. C'est notre objectif aussi. C'est notre objectif aussi.
Il n'y a personne qui est pour l'explosion de quoi que ce soit. Oui. Merci. Est-ce Donc, que- ça termine cette... Oui. Monsieur Murray, est-ce que je peux faire un bref commentaire? Allez-y, M. Bessner. Merci. Alors, Monsieur Dufault, premièrement, merci pour la lettre de votre association que vous avez adressée à la fin du mois de novembre concernant le budget. Elle était très bien faite et solidement documentée par des statistiques. Deuxièmement, pour revenir à votre intervention, simplement pour rappeler ce qui est trop souvent oublié, lorsque la convention collective a été signée au mois d'août 2013, cette convention comprenait peut-être une augmentation qui apparaissait élevée en contrepartie. Les employés ont accepté de verser 1% de plus au niveau de leur régime de retraite. Alors, en réalité, il faut prendre le taux d'augmentation moins 1%, qui n'est plus payé par la Ville, mais par eux. Troisièmement, dernier point, si vous voulez. Et dernier point, simplement vous rappeler que lorsque cette convention a été votée au niveau du Conseil au mois d'août 2013, elle a été adoptée à l'unanimité, ce qui veut dire que la représentante du Parti montarvillois a voté pour. Merci. Merci, M. Bessner. M. Moquin. Bonsoir. Alors, en fait, je pense qu'une chose sur laquelle les citoyens de Saint-Bruno peuvent être reconnaissants du présent conseil, c'est de respecter les engagements électoraux que le Parti montarvillois avait pris. Dans un contexte qui, me semble, n'était pas facile. Effectivement, je me suis dit, coudonc, on n'en parlera pas ou peu là, du contexte où, justement, par rapport à la critique qui a été apportée, que l'exercice était fait sur le tard. Je pense que les maires des différentes municipalités ont décrié, tout le monde sont au courant, qui ont décrié jusqu'à quel point ça venait perturber l'exercice des budgets municipaux de se voir imposer par Québec, là, finalement, des coupures de transfert qui fait que tout le monde devait recomposer leur budget. C'est pas rien, 425 000. Bon, si on exclut effectivement le montant qui vont être, la ponction qui vont être fait par rapport au fonds de retraite des travailleurs qui finalement, pas au fonds de retraite, le plan de retraite des travailleurs qui finalement, eux vont devoir cotiser davantage là, selon le projet de loi et que ça, bon, ça va être des coûts moindres pour les villes, mais en bout de ligne, quand même, ça représente à peu près, la différence, ça représente 1 point quelques % là, du budget de la ville. Quand on s'est engagé à ce que l'augmentation ne dépasse pas l'inflation, donc de l'ordre de 2,5 %, bien, ça veut dire que, grosso modo, c'est la moitié qu'on va chercher. Le 1 % là, c'est quand même dans l'exercice. C'est pas nécessairement un exercice qui est facile. En tout cas, je pense de ce côté-là, les citoyens de Saint-Bruno peuvent être reconnaissants de l'exercice, de l'effort qui a été fait. Maintenant, une des choses qui a été soulevée par les gens de l'opposition par rapport, il y a eu on a dû effectivement faire des transferts de différents postes budgétaires à d'autres. Il faut dire aussi qu'il y avait une mauvaise nouvelle, la grille du frein. On a eu une consultation publique récemment, puis bon, on a appris qu'effectivement, il y aurait des coûts importants pour les gens de Saint-Bruno, comme ailleurs aussi, pour faire face à cette infestation-là, où on ne nous a pas fait de cachette. Ce que ça veut dire, c'est que la plupart des freins qu'on a sur notre territoire vont mourir. Ça veut dire qu'il faut les remplacer. Beaucoup d'arbres matures. Alors, pas d'arbres matures, mais d'arbres matures. Et d'arbres matures aussi. Alors, et ça représente, on peut le regarder sur différents aspects. Ça représente des coûts. Puis à un moment donné, il faut choisir, là, à un moment donné, nos priorités. D'aller chercher de l'argent dans le programme d'horticulture, qui fait partie d'un plan ornemental, moi, je ne vois pas de contradiction là-dedans. Je veux dire, quand la toiture coule, on commence par réparer la toiture avant d'embellir. Mais même à ça, je trouve que le remplacement d'arbres va faire partie de l'embellissement. Et de ce côté-là, qu'on plante des arbres qui, eux, absorbent le CO2, parce que ça, je tiens à corriger la notion fausse qui a été apportée, c'est quand on plante des arbres qui vont croître, eux vont absorber le CO2 et ils vont séquestrer le CO2. Ça, c'est un plus au niveau environnemental. Par contre, les plantes, c'est agréable, surtout les plantes annuelles,
Mais elles, en bout de ligne, qui vont mourir en fin de la saison, elles vont rendre complètement l'environnement tout le CO2 qu'elles ont consommé pendant l'été. Donc, en bout de ligne, le bilan est zéro. Par contre, tous les camions qu'on prend pour les arroser, eux autres, ils en consomment de l'oxygène, du carbone, et eux, ils produisent beaucoup de CO2. Alors, à quelque part là-dedans, moi, je pense qu'effectivement, dans nos choix futurs à Saint-Bruno, je pense qu'une des choses au niveau environnemental qu'il va falloir regarder, c'est dans le type de plantation qu'on va faire, dans le type de plante ornementale qu'on va utiliser, d'avoir le souci, effectivement, environnemental, d'économiser le CO2. D'aller peut-être être moins glamour, chercher peut-être un peu moins de fleurons qui nous ont coûté très cher. On a dépensé beaucoup plus cher que des municipalités, par exemple, comme Sainte-Julie, qu'on ne peut pas dire que c'est une ville qui n'est pas belle, pour acquérir des fleurons, mais plutôt qu'on investisse de façon durable dans l'environnement pour embellir notre ville. Et de ce côté-là, j'apprécierais que dans les prochains budgets, effectivement, qu'on tienne compte de ce facteur-là et qu'on ne joue pas avec la notion environnementale au niveau du CO2 pour décrire finalement une politique qui est très bonne, planter des arbres en priorité plutôt que les fleurs. Merci. Vous me permettez, M. Moquin, M. Murray, puisque M. Moquin m'a interpellé. Rapidement. Juste préciser que dans le budget d'horticulture, il y avait 50 000 $ qui étaient consacrés à l'ajout d'arbres. Le budget d'horticulture ne voulait pas dire seulement des fleurs. Dans les faits, dans les fleurs, il y a à peu près 24 000 $. Il y avait 50 000 $ qui étaient consacrés à l'ajout d'arbres, à la plantation d'arbres en compensation des GES produits par notre flotte. Alors, moi, ce que je regrettais, juste pour bien que vous compreniez bien ma pensée, c'est que le 50 000 $ soit pris pour le remplacement et qu'on laisse tomber l'ajout d'arbres. Donc, on ne fait pas de gain à ce niveau-là. On va rester seulement à égalité avec notre couvert arboricole. On n'ajoutera pas les arbres qu'on ajoutait dans le passé en compensation des GES. Peut-être voilà, petite précision, Mme Hudon, juste pour vous dire que l'objectif n'est surtout pas, j'espère, qu'au niveau de l'horticulture, que le 50 000 $ va être pris à même les arbres qu'on avait prévu planter. L'objectif n'est pas là. On vient d'en parler, on parle de l'ornemental, on parle de plantes annuelles. Et c'est là-dessus, notre intention, c'est vraiment de réduire notre intervention à cet égard-là pour utiliser l'argent par rapport à une problématique qui est très importante. Donc, j'espère, en tout cas, Mme Hudon, je vous invite à être très vigilante, qu'on ne coupera rien dans ce budget-là qui était prévu pour la plantation de nouveaux arbres en sus de ceux qu'on va remplacer avec la grille du frein. Il y avait d'autres interventions? Ça va? Est-ce que vous avez d'autres interventions? Donc, ça met fin à la période de questions. Donc, on va lever la séance. Qui propose la levée de la séance? Madame Malary, qui appuie? Je vais appuyer. Monsieur Guévremont. Donc, la séance extraordinaire est terminée. Nous allons procéder bientôt à une autre séance.